oscillante, qui donne ces variations oscillantes à la courbe de saturation. Et pour ça, on utilise des examens polygraphiques nocturnes qui vont enregistrer pendant la nuit la totalité des signaux avec électroencéphalogramme, c'est la polysomnographie, mais en pratique courante, on utilise très souvent la polygraphie ventilatoire. Les logiciels qu'on utilise, que vous utilisez, ont souvent des fonctions automatiques pour lire l'enregistrement. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous réapproprier la lecture, Bernard, la lecture par vous-même. C'est votre travail, lire l'enregistrement, caractériser les événements respiratoires, faire votre diagnostic, et non pas la machine, et poser vos indications de traitement. Voilà le but de l'atelier. Avant d'aller plus loin, on va peut-être se présenter tous les deux. Professeur Bernard Fleury. Donc on est deux pneumologues. Il y en a un qui va parler tout le temps, qui est un grand expert, non seulement du logiciel qu'on va vous montrer aujourd'hui, dont j'espère que vous allez vous accaparer et utiliser. Moi je suis pneumologue, je suis à Paris. Ça fait quand même quelques décennies qu'on travaille sur l'apnée du sommeil. Expérience de la lecture des polygraphies ventilatoires. La question que nous posions, c'est vous. Qui a la pratique quotidienne, de temps en temps, de l'exploration des courbes respiratoires du sommeil? Pour les autres, c'est une nouveauté, c'est une envie d'apprendre, parce que vous êtes prêt à investir dans du matériel et à faire le travail de lecture des polygraphies. Ouais. Mais vous êtes pneumologue. Donc aujourd'hui, comment ça se passe pour faire le diagnostic de la maladie chez vous? Qui fait quand vous suspectez une maladie des apnées du sommeil, à qui confiez-vous le diagnostic? C'est les prestataires qui font la polysomnographie. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de diagnostiquer l'asthme sans avoir fait vous-même les explorations fonctionnelles respiratoires? C'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué, c'est vraiment pas compliqué, c'est une expérience d'expérience, mais il faut que ce soit le médecin qui soit en charge. Ce sera la même chose quand on parlera des machines. Nous sommes responsables des malades, c'est nous qui nous occupons des choses et on délègue aux prestataires en surveillant ce qu'ils font. Et la première étape du diagnostic, quand même, reprenez-la pour vous et allez du bout de la suspicion au diagnostic en assumant l'examen. Après, c'est un coup de machine, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais il ne faut pas confier aux autres le diagnostic de ce qu'on peut faire soi-même parce qu'on ne sait pas comment ils ont appris. Et là, vous venez aujourd'hui pour vous dire, tiens, comment vais-je apprendre à lire? Mais vous ne savez pas comment les techniciens qui lisent les machines, qui lisent vos enregistrements ont appris à lire. Donc, vous devez faire. C'est nous qu'on est les chefs. Bien. Ce logiciel, ça doit vous permettre, à la maison, à votre rythme, si vous voulez vraiment vous investir, parce que c'est compliqué de venir dans les ateliers, la preuve. Donc c'est un outil qui est destiné aux praticiens qui veulent se former pour apprendre tranquillement, à leur rythme, en se trompant, en revenant en arrière, en réapprenant les éléments basiques de la polygraphie ventilatoire. Et puis après, une fois que vous avez acquis ces éléments, c'est juste un problème d'expérience. Il faut en lire, voir les artefacts, il faut se tromper, revenir en arrière, mais avec déjà, basiquement, la connaissance des événements respiratoires anormaux, c'est pas compliqué l'apnée du sommeil. Il n'y a pas une maladie plus simple que ça. Le diagnostic est pas compliqué, le suivi non plus, le traitement n'est pas compliqué, simplement il faut s'investir. Donc merci d'être venu. Moi, je me présente en 2 mots, je m'appelle Thierry Pijane, je viens de France, des Sables d'Olonne sur la côte atlantique. Alors, parler de voile. J'ai exercé la pneumologie depuis 1986 dans la même ville, ça fait 40 ans, donc j'ai les cheveux blancs, donc ça veut dire que je suis au bout du parcours. Mais le bout du parcours, ça veut dire, à Bernard, qu'on a goût à transmettre des choses et à les partager. Mais auparavant, j'étais au CHU d'Angers et j'ai eu la chance justement d'être initié à la médecine du sommeil, à la lecture des enregistrements, avec dans l'équipe du professeur Jean-Louis Rassineux, donc un monsieur qui est
très âgé pour beaucoup d'entre nous. Alors donc voilà comment on va faire. Alors merci tout d'abord au docteur Zouahir Sessoussi, qui vient de Tunisie, qui est compétent à la fois en pneumologie et en informatique, et c'est lui qui a développé l'outil qu'on va utiliser. D'ailleurs, tu vas nous aider là cet après-midi. Donc on va faire défiler un certain nombre de cas. Vous allez voir, c'est des pages de 2 minutes d'enregistrement, polygraphique ventilatoire. C'est pas forcément difficile, il y a des petits pièges quand même. Et puis vous allez essayer, voilà, on va être en interaction avec vous, de nous donner vos réponses. Et puis nous, on va vous donner notre réponse à chaque fois. Alors on va commencer, c'est toi Bernard qui va commencer par le premier cas, qui est le cas numéro 1. Donc il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour juger, on est là pour transmettre, comme le disait Thierry. Donc vous avez le droit de vous tromper, vous avez surtout le droit de poser des questions. L'écran central. Tu veux le numéro combien? Le numéro 1. Donc quand vous aurez le logiciel, parce que j'espère que ça vous intéressera suffisamment, vous pouvez vous replonger là-dessus. Vous aurez tout un 40 exemples sur lesquels vous pourrez travailler. Donc, nous, on en a sélectionné. Bon, alors la première étape, c'est de savoir sur quels signaux on va travailler. Donc, si vous n'avez jamais vu de polygraphie ventilatoire, vous savez que ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va chercher un truc de la ventilation. Donc, on a un index, enfin un outil plus exactement, qui est la lunette nasale. Vous savez, c'est le meilleur moyen pour recueillir le débit aérien au niveau des voies aériennes supérieures. C'est celui qui est quantitativement validé. Donc, la lunette à oxygène adaptée, ça sert de capteur de pression. Donc, on va regarder un élément, cette trace-là, qui est le flux nasal, c'est le débit aérien. Et on va regarder s'il y a une ventilation ou s'il n'y a pas de ventilation. Donc, clairement, ici, il y a ventilation, il y a inspiration, expiration, inspiration, expiration. Et on va chercher des anomalies sur ce signal. La première anomalie qu'on va chercher, basique, là, on va la chercher maintenant. C'est, est-ce qu'il y a une respiration ou il n'y a pas de respiration? Donc, sur cette trace, d'après vous, est-ce qu'il y a de la ventilation partout? Ou y aurait-il un endroit où il n'y a pas de ventilation? Voilà. Là, on a ici, ça diminue doucement, et là, mettons... Oui, c'est plat. C'est plat. C'est plat. Ça veut dire quoi? Qui n'a plus de débit nasal. Qui n'a plus de flux nasal. Il n'y a pas de flux aérien, donc il n'y a pas d'air qui passe au niveau des voies aériennes supérieures. Donc là, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le malade ne veut pas respirer. C'est ce qu'on appelle les apnées centrales. Donc il n'y a pas de commande qui vient vers les muscles respiratoires. Vous voulez traverser la piscine de l'hôtel, là, il vaut mieux que vous reteniez votre respiration. C'est exactement la même chose, c'est un phénomène la centrale, c'est le contrôle de la respiration. Donc si ça existe, et le deuxième anomalie, le deuxième type d'apnée, c'est celle qui nous concerne le plus souvent. C'est l'apnée qu'on voit chez les patients ronfleurs, qu'on va chercher chez les ronfleurs. C'est ce qu'on appelle l'apnée obstructive. Ok? Donc vous savez ce que c'est que l'apnée obstructive? C'est quoi l'apnée obstructive? Le patient veut respirer, mais il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Et l'obstacle, il est où? Au niveau du pharynx. Donc c'est une fermeture du pharynx, survenant pendant le sommeil. Il y a plein de raisons possibles, mais enfin, en tout cas, on ferme son pharynx pendant le sommeil. Mais si le pharynx est fermé, mais qu'il y a toujours une commande respiratoire, on doit être capable de voir que le malade continue de faire des efforts. Il est étranglé. Alors sur quoi on le regarde? On regarde sur un deuxième signal, qui sont les sangles. On a des sangles thoraciques et une sangle abdominale pour mesurer les mouvements du thorax. Et quand on veut inspirer, le diaphragme descend. Donc l'abdomen se gonfle et le thorax se gonfle. Donc si on met les sangles, on va être capable de visualiser les efforts respiratoires. Donc si on se replace à un endroit où il respire normalement, vous voyez que la sangle thoracique et la sangle abdominale se développent. Ils se développent en phase. Il faut que le thorax se gonfle pour que l'air rentre à l'intérieur. Il faut qu'il se vide pour que l'air sorte.
Donc comment ça va se passer si on a une apnée que l'on dit obstructive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débit, mais que les efforts respiratoires perdurent. Qu'est-ce qu'on doit avoir là? La persistance des ondes. La persistance des ondes au niveau des bandes. Voilà. Et si vous regardez ici, bon, il y a un phénomène qui se développe là. Et là, il y a une apnée. Et si on regarde au-dessus, Les bandes, quoi. il y a toujours des efforts respiratoires. Donc on est sûr que c'est une apnée Obstructive. obstructive. Est-ce qu'ils sont particuliers, ces efforts respiratoires? Est-ce que le déplacement du thorax et de l'abdomen, il est particulier? En opposition. Il y a en Alors, opposition. à gauche, il y a une opposition. En face de moi, il y a quoi? Il y a quoi? C'est un déphasage. C'est-à-dire que lorsque le thorax se gonfle, l'abdomen se creuse. Quand l'abdomen se creuse, le thorax se gonfle. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle. La gorge est fermée. Vous savez que thorax et abdomen, c'est le même compartiment. Donc, quand le diaphragme, quand la gorge se ferme et que le diaphragme se contracte, le volume, il est passé du thorax. Il est passé vers le thorax. Quand il gonfle, quand il vide, pardon, il passe du thorax vers l'abdomen. Donc, on a des mouvements qui deviennent en opposition. Ça veut dire que c'est fermé. Alors après, qu'est-ce qui peut se passer quand on a un arrêt de la respiration? Ça sert à quoi la respiration? Ça sert à respirer quand même, ça sert à améliorer les échanges gazeux. Donc quand on ne respire pas, a priori, bon, le gaz carbonique compte un peu, on ne le verra pas, mais on utilise un saturamètre, c'est l'autre élément capital, c'est l'autre signal capital qu'on va voir. Et quand on s'aperçoit que, pas tout de suite, mais petit à petit, il y a une baisse de la saturation oxymoglobinée. Donc là, il y a un arrêt, il y a des efforts, c'est une apnée obstructive, il y a une désaturation oxyhémoglobinée. Alors après, il faut qu'on définisse un autre élément, c'est qu'est-ce que c'est qu'une désaturation significative? Ça dépend de la précision des oxymètres, mais aujourd'hui on considère que c'est significatif quand c'est 3%. Donc, tout ça, c'est un peu arbitraire, mais c'est 3%. Donc là, on a une apnée obstructive qui désature. Et après, à la fin de l'apnée, la respiration reprend, on n'a plus de paradoxe thoraco-abdominal, la saturation petit à petit va remonter, et là on voit que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on est en train de voir apparaître les mêmes phénomènes qui vont se poursuivre. Ça, c'était la plaque numéro 1 en segment. Maintenant, la plaque suivante, c'est votre job. Plaque numéro 2. C'est pas la même chose. Hein. Alors néanmoins, je reprends ce que Bernard Flory vient de vous dire. On va retrouver pareil la mesure du débit nasal avec les petites lunettes, la canule, qui traduit s'il y a un flux respiratoire ou pas. Vous voyez, alors c'est cette ligne-là. On va retrouver de la même manière une ligne au-dessus les mouvements des sangles thoraciques abdominales, une en rouge. Au-dessus encore, c'est la pression susternale, c'est le capteur de pression susternale qui est positionné au-dessus de la fourchette sternale, qui va renseigner sur la dépression thoracique, sur le fait d'avoir des mouvements, là aussi, thoraciques pendant l'événement respiratoire. La ligne de saturation, qui est en bas aussi, vous voyez. Et puis, alors je ne sais pas, c'est grand, hein, ici, tout en haut, il y a ce qui vient du micro, les sons trachéaux. Parce que le problème de la lunette nasale, c'est qu'elle peut aussi être en défaut. Par exemple, elle peut s'enlever, tout simplement. Donc, on se rattrape sur d'autres signaux, notamment le signal des sons trachéaux, qui vont venir valider l'existence d'une ventilation. Alors, on va vous poser la question, comment analysez-vous cette image-là ici? Est-ce qu'il y a une apnée? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et comment sont-elles? Qui parle?
En analysant le signal du flux nasal, on voit des apnées qui sont d'origine centrale, parce qu'on ne voit plus le mouvement thoraco-abdominal. Et au moment des apnées, on remarque une désaturation. Et même le flux sternal, il est diminué. Donc c'est un syndrome d'apnée qui est central. Syndrome d'apnée centrale. Mais vous en voyez plusieurs, des apnées centrales. 3 événements. Ouais. Est-ce qu'elle a tout dit, votre collègue? Ah, le 3e événement. Oui, on peut discuter parce qu'il y a un petit flux qui passe à ce moment-là. Et si on prend par exemple celui qu'on a au milieu, là sous les yeux, alors bravo, vous avez quasiment tout dit, hein. Mais il y a des hypopnées obstructives. Au moment où il y a des petits flux nasales, on remarque des petits mouvements. Non, vous restez à votre première réponse, c'était là-bas. Il n'y a pas de flux nasal. Entre les barres noires, là, c'est 10 secondes. Vous voyez que les apnées, elles vont faire environ 15 secondes. Si on prend celle-ci, pas de débit nasal. Mais contrairement à tout à l'heure, on avait des mouvements thoraciques abdominaux contre l'obstacle, vous disiez, l'obstacle pharyngé. Là, on n'a pas de mouvements thoraciques abdominaux, c'est plat. Il n'y a pas non plus de signal de capté au niveau de la pression susternale. C'est pour ça qu'on dit que c'est une apnée centrale. Il n'y a pas de mise en jeu de mouvements thoraciques abdominaux pour lutter contre un obstacle. Puis si vous regardez en haut, il n'y a pas de ronflement. En fait, la respiration s'interrompt, puis elle reprend après de façon quasiment silencieuse. Et puis il y a ces petites barres rouges et bleues qu'on utilise aussi, puisque ça matérialise l'énergie inspiratoire ou expiratoire. Là, elle est autour de 1, donc il n'y a pas vraiment d'énergie. Donc ce sont des apnées centrales. Alors là, on peut discuter peut-être hypopnée centrale, parce que ça il y a un petit débit à ce moment-là. Mais ce sont 3 événements qui surviennent comme ça. Hein. Donc, je vais le taire, mais c'est juste pour dire que ces apnées, on les voit apparaître comme ça, au milieu d'un tracé. Il faut bien savoir les coder, les reconnaître. Mais il peut y avoir des syndromes d'apnée du sommeil, authentiquement centraux, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50% d'événements qui sont des événements centraux, voire encore au-delà. Hein, notamment les différentes causes qui donnent ça, par des médicaments, on va en voir un autre tout à l'heure. Et puis, on peut regarder que si on ajoute, est-ce que vous trouvez que si on regarde juste les sangles, et puis si on regarde le débit c'est moins clair, mais les sangles, elles ont une évolution quand même entre les apnées qui est un peu particulière. Il y a un peu un crescendo, décrescendo. Alors ça va un petit peu à les apnées au sein d'une ventilation périodique. On va en voir une plus belle tout à l'heure aussi. Donc les apnées centrales, c'est une maladie qui est différente. C'est ce que disait Thierry. C'est pas la même maladie. Ça peut se rencontrer dans quelle pathologie? Quand est-ce qu'on rencontre souvent des apnées centrales? L'insuffisance cardiaque, oui. Parce que là, on est dans un contexte qui n'est plus un contexte mécanique. On a un contexte de contrôle de la respiration. On a un contexte de contrôle chimique de la ventilation. C'est ça qui est le problème. Parce que quel est l'élément qui drive la respiration, qui commande la respiration? C'est quoi? C'est la PO2, la PCO2, le pH, c'est quoi? C'est la capnie. Donc là, vous pouvez très bien imaginer qu'il sort d'une apnée, sa capnie un petit peu augmentée. S'il est éventuellement sain, mais qui répond bien au gaz carbonique, ça va entraîner une hyperventilation. L'hyperventilation fait baisser la capnie. Plus il va baisser la capnie, plus on va atteindre le seuil d'apnée. Et puis là, on est parti dans le cercle vicieux. On est principalement sur la saturation aux alentours de 84, peut-être, et puis ça tout de suite à 80. Puis on avait jamais à 80. Oui, là on a que 2 minutes, on ne sait pas, mais éventuellement, on fait peut-être ça toute la nuit, hein, c'est possible. Et on va regarder la numéro 3, que Bernard va commenter avec vous. Donc là, ça va normalement trouver, vous avez bien vu la différence entre les apnées obstructives et centrales. Alors, c'est vrai que les logiciels, ils vont être capables de classer ça de façon automatique. On vous donne les images un peu caricaturales, ça n'est pas toujours dans la vraie vie.
Et c'est important de bien connaître les images voilà, faciles à reconnaître pour pouvoir ensuite être capable d'analyser des situations un peu plus complexes. Problème, Zouaïr? Donc on va meubler en attendant. Il y a des médicaments qui sont responsables des apnées centrales, c'est notamment les antalgiques opioïdes, morphiniques. La bétadone, on le donne en substitution. Il y a un autre médicament, alors je ne sais pas s'il est utilisé au Maroc, c'est le baclofen qu'on utilise à forte dose dans le sevrage alcoolique. Voilà, qui donne des apnées centrales, comme l'a dit Bernard, le contexte cardiaque, aussi le contexte neurologique, des gens qui ont fait des AVC par exemple. Des situations d'environnement, il y a de l'instabilité ventilatoire quand on va en altitude. Donc quand on monte en altitude, on peut faire des accidents graves, avec des montagnes. Et là, on développe des apnées centrales. Et puis il y a des gens qui n'ont rien de tout ça. Ils ont un syndrome d'apnée du sommeil central, on va dire idiopathique, c'est ce qu'on dit en médecine quand il n'y a pas de cause. Et ensuite, c'est des discussions de savoir s'il y a des traitements, il y a des modes de ventilation spécifiques, il y a des bilans à faire. Si, il y a une cause, mais je ne sais pas si vous faites ça, toi, Bernard, parce que ça traîne partout, il y a la malformation vitale anti-Chiari. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est l'amygdale cérébraleuse qui va pencher entre l'occipital où elle est comprimée, donc c'est un traitement neurochirurgical, ce qui veut dire que normalement, il faut faire des IRM cérébrales devant ces tableaux-là. Tu les fais, toi? Oui, mais on trouve exceptionnellement. Il ne faut pas oublier que si la réponse ventilatoire au CO2, ça fait une numéro normal, l'amplitude de la réponse est individuelle. On peut avoir des peu répondeurs comme des grands répondeurs. Si on est grand répondeur, une toute petite instabilité ventilatoire va déclencher des variations de la PCO2 qui sont importantes et le risque de développer des apnées. Il y a juste un élément de plus qu'on peut voir chez Johansson. Est-ce que vous voyez est-ce qu'elle est droite cette ligne ou est-ce qu'il y a cette petite oscillation? Parce que je suis sûr que c'est ça que vous avez trompé tout à l'heure quand vous avez dit oh, c'est peut-être de l'hypopnée. Non, c'est bien. À quoi correspondent ces petites oscillations de la courbe de débit? D'autres salambouchas. C'est l'élément, c'est la traduction des toutes petites variations liées au battement cardiaque. On connaît une fréquence qui est la fréquence. C'est le cœur. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil central, c'est beaucoup moins fréquent que le syndrome d'apnée du sommeil obstructif. C'est de l'ordre de 10% simplement. Si je ne dis pas de bêtises, 10%. Donc, beaucoup moins fréquent. Mais ce qu'on voit assez souvent, c'est comme des syndromes d'apnée du sommeil, où on voit les deux événements apparaître comme ça, sur la même nuit. C'est compliqué. C'est compliqué à faire. Et puis, on va voir la suivante qui est extrêmement intéressante, vers le lien entre les deux. C'est quoi le problème là? Il est timide. Bon, alors on va continuer de parler un petit peu. Là. Donc, on nous a dit tout à l'heure, c'est avec la lunette nasale qu'on va capter le débit respiratoire. Donc, l'inspiration, elle est vers le haut, l'expiration, elle est vers le bas. Alors, morphologiquement, c'est pas tout à fait pareil. C'est beaucoup plus arrondi au niveau en haut. Voilà. Ça, on peut, déjà, avant qu'il passe, j'ai raison de dire que une courbe normale, c'est pas une sinusoïde, mais l'inspiration, est arrondie. C'est pas plat. Plus l'effort respiratoire augmente, plus le débit augmente, plus on finit l'effort respiratoire, et puis le débit diminue d'une manière qui est harmonieuse. On n'aura peut-être pas ça tout le temps quand on a un problème d'obstacle au niveau des voies aériennes supérieures. Mais là, c'est du teasing. Vous avez hâte de voir la prochaine diapositive. Elle est dans la machine. Elle est cachée, elle arrive. Voilà. Donc, nous, alors on va parler un petit peu de généralité. Nous, dans notre expérience, parce que on est des messieurs âgés, là, tous les deux, là, mais on connaît l'enregistrement depuis très longtemps. En fait, on peut lire un enregistrement, mais bien, dans le détail, bien lu, 30 minutes.
Hein, voilà. Moi, je m'appelle ce temps-là, c'est-à-dire que 30 minutes, le temps de tout faire, le compte rendu, que d'âge, tout machin. C'est-à-dire qu'en fait, on va assez vite quand même. Hein. Et au début, il faut évidemment prendre beaucoup plus de temps pour. Une fois qu'on a l'expérience, ça va vite. Hein. Est-ce que vous avez des questions là, sur le temps là? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent à votre esprit face à tout ça? Non? Si tu veux, la lecture automatique. Je ne sais pas, avec maintenant le développement de l'intelligence artificielle, etc., est-ce que, disons, les fournisseurs du matériel, ils n'ont pas de logiciels qui sont assez forts pour ne pas. Je pense qu'il y a presque 20% d'erreurs dans la vidéo. Non, mais le problème, c'est que si ce sont des enregistrements comme ceux que nous avons sélectionnés, une analyse automatique va marcher très bien. Sauf que dans la vraie vie, les malades ils bougent, que les ceintures se déplacent, que la lunette bouge un tout petit peu, que parfois elle disparaît, que la saturation bouge. Donc, je crois qu'il y aura probablement de l'intelligence artificielle. Mais il faut qu'ils aient des milliers et des milliers d'enregistrements sur lesquels nous avons fait une analyse en disant, là, c'est qu'une artefact. Ça arrivera, je pense. Il n'y a pas de raison. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas bon. Non, on vous donne des informations techniques. On a bien le bon cas suivant sur l'ordinateur, mais c'est l'écran qui ne reprend pas l'ordinateur. Donc c'est un problème technique que cette équipe est en train de résoudre là. Donc aujourd'hui, il faut l'analyse automatique. Et puis il y a l'analyse manuelle. Après, il y a une dimension un peu subjective et un peu folle, mais il y a un vrai plaisir d'avoir eu un enregistrement comme il faut. On prend tes pas, tu connais le malade, tu sais à peu près, tu t'attends à peu près à ce que tu vas trouver, mais tu le confirmes. C'est vrai que c'est agréable d'avoir scoré correctement les événements, d'être confiant et de pouvoir signer avec une certaine confiance. Alors que l'analyse automatique, c'est. Si on prend l'analyse automatique et qu'on regarde, tu vas passer plus de temps à dévalider ce qu'elle a mis que y aller événement par événement, même si c'est un peu fastidieux. Mais... Après, c'est d'aide quand même. Hein. Et puis, il y a les enregistrements qui sont assez stables et tout. On revalide en fait quasiment l'analyse automatique qui a fait 90% du job. Et puis d'autres, en effet, c'est l'inverse. Hein. Il y a beaucoup de choses à corriger. Voilà, ne serait-ce que parce que les gens bougent la nuit, parce que des capteurs peuvent se déplacer. Il faut être capable de continuer de lire avec un capteur en moins. Alors, il y a des capteurs majeurs. S'ils ne sont pas là, si on perd la saturation, si on perd le débit nasal, des fois c'est compliqué, il faut des fois les refaire. Alors là, on progresse. Hein. Voilà, nous sommes dans le 3. Alors c'est... Bon, on va pouvoir discuter un tout petit peu plus, vous allez pouvoir nous argumenter un petit peu plus. Mais bon, maintenant que vous avez l'habitude des signaux, alors honnêtement, c'est pas discutable, mais il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a des éléments respiratoires anormaux là? Vous en voyez combien? 2. Ok. Alors, c'est là où on peut discuter, mais la courbe de débit vous amène... allez où la courbe de débit? Flux nasal, il est là, voilà. Qu'est-ce que ça nous donne comme idée d'événement respiratoire anormal? Il a changé, je te perds, mais il est là. C'est quoi? C'est une apnée. Très bien. On passe au-dessus. Thorax, abdomen. Comment évolue les ceintures thoraciques et abdominales? Il y a 2 parties. Ouais. La première partie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la première partie là? C'est-à-dire que si je traduis bien votre pensée, il y a une partie ici et une partie ici. La première, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. La deuxième partie, on voit une réapparition de mouvement abdominal. Tout le monde est d'accord? Ils sont plus ou moins en opposition de phase. On voit que la courbe bleue continue, d'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Toutes d'accord avec ça?
C'est pas plat. Est-ce qu'on peut faire le lien à ce que j'ai dit tout à l'heure? Exactement. C'est une frémissement cardiaque. Voilà, là on a la ceinture et directement sur le thorax. L'autre c'était des petits mouvements sur la colonne d'air, mais là on a la ceinture qui est directement sur le thorax. Donc ça recueille complètement les petites variations thoraciques liées au battement cardiaque. Donc on a une apnée bizarroïde puisque ça commence comme une apnée centrale, ça se termine comme une apnée obstructive, et comme tu l'as dit, il y a vraiment un paradoxe thoraco-abdominal. Théoriquement, on devrait même, si c'est bien réglé, avoir exactement la même hauteur d'un côté et de l'autre, parce que c'est le même volume qui se répartit entre le thorax et l'abdomen. Donc c'est une apnée bizarroïde, c'est pas une apnée obstructive, c'est pas une apnée centrale. Donc si on a du vocabulaire, on appelle ça comment? Une apnée mixte. Est-ce que ça entraîne une conséquence particulière? Voilà, il y a une désaturation oxyglobulinée qui est significative. Alors, comment on classe ces apnées? Classiquement, on les classe dans les apnées obstructives. Physiopathologiquement, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est classé comme une apnée obstructive. Oui, c'est surprise en contagion obstructif. Mais honnêtement, quand vous en avez sur un enregistrement, il faut vraiment se méfier. Regardez ce qui se passera quand il y aura la machine en particulier, parce qu'il y a un risque non négligeable que ça se transforme après en apnée centrale. Parce que si vous voulez faire de l'extrapolation, ce que j'ai dit tout à l'heure, là il y a une apnée centrale. Donc il n'y a aucun ordre qui vient des troncs, des centres respiratoires vers les muscles. Bon, ce drive, cette stimulation des centres respiratoires vers les muscles respiratoires, entre-temps, ça s'arrête aux voies aériennes supérieures. Donc, tant qu'on a une stimulation des centres respiratoires, les voies aériennes supérieures sont très stimulées, les muscles sont tendus. Quand on arrive là, dans une apnée centrale, il n'y a pas d'effort respiratoire parce qu'il n'y a pas de commande respiratoire, donc il y a moins de stimulation des muscles des voies aériennes supérieures. Puis tout d'un coup, la respiration reprend, et elle reprend sur des muscles qui sont atones. Donc, ça ferme. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais la physiopathologie de l'apnée mixte, elle est compliquée. En tout cas, c'est classé aujourd'hui, si on fait un compte rendu, on met ça dans les apnées obstructives. Est-ce que tu as déjà eu des événements qui commencent par le sourcil et terminent par le central? Ça, j'ai jamais vu. Non. C'est l'apnée mixte rotor. Oui. Mais l'apnée mixte, c'est centrale obstructive, et il n'y a pas d'ailleurs de pourcentage décrit pour l'une et l'autre portion. Il peut y avoir 80% de centrale, 10% d'obstructif, ou l'inverse. Je ne sais pas si on aura le temps d'en voir une. Tout à l'heure, il n'y a que 2 cycles d'obstructif et tout le reste est central. C'est mixte quand même. J'en ai eu, je l'ai appelé. Tu l'as appelé? J'en ai eu une fois, j'ai appelé Casapné. oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on regarde le 4? On va regarder le 4 et ça va être plus facile maintenant. Ça va être plus facile. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu peut-être tout à l'heure. Il est écrit là. Qui se lâche. Je vois une apnée, arrêt du flux nasal. Pour les mouvements thoraco-abdominaux, il y a persistance des mouvements, c'est un dégazage, donc apnée obstructive, et désaturante avec désaturation sans complication. Bon, donc c'est une apnée obstructive. Alors je reprends un petit peu par rapport aussi aux 3 cas qu'on a vus avant. Donc l'apnée, c'est l'arrêt du débit respiratoire pendant au moins 10 secondes, avec disparition du son là, sur la voie numéro 1, numéro 2. Donc là, on a une apnée, vous voyez, qui fait 10, 20, 30, 35 secondes. C'est une apnée longue. Elle est obstructive parce qu'il y a une persistance des mouvements thoraciques abdominaux. Donc, vous voyez que tant qu'on n'est pas rentré dans l'apnée,
le thorax et l'abdomen sont en phase, après ils se déphasent. Et après, ils deviennent carrément en opposition de phase. Ici, il y a une très belle opposition de phase ici, une très belle opposition de phase ici. Et au moment de la reprise ventilatoire, ben voilà, ils se rephasent à nouveau. Donc ça, il faut ces éléments-là pour parler d'apnée obstructive. Il faut la persistance, et même une légère augmentation, du signal de pression susternale qui est en haut. La reprise du ronflement, on ne la voit pas trop sur celui-ci. Et puis, vous l'avez dit, la désaturation qui est même du coup assez profonde, et vous voyez que ça se resature avec la reprise de la ventilation. Donc il faut tout ça. L'apnée centrale, on l'a vu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de mouvement thoracique abdominaux, il n'y a pas de signal venant de la pression susternale, la reprise respiratoire n'est pas bruyante sans ronflement. C'est ça qui les différencie bien. Donc là, on a vu 2 apnées obstructives, 3 apnées centrales sur la même page, et 2 apnées mixtes sur la même page. Est-ce qu'on regarde la suivante? Alors on réfléchit dans la salle, avec toutes les informations qu'on a. Là, c'est un peu plus difficile, hein, celle-ci. Hein. Je ne sais pas si c'est facile. C'est possible. Parce que ce que je dis, c'est pas suffisant. Ce que je dis, c'est pas suffisant. Alors, vous avez maintenant tous les éléments pour trouver ce qui se passe, toujours avec la même grille de lecture. Comment évolue le flux nasal, comment évoluent les centres thoraciques et abdominales, comment évolue la saturation. Donc, comment évolue le flux nasal. Alors, il diminue, m'a-t-on dit, là, derrière, je vois qu'il y a de la réticence. Non? Tout le monde est d'accord avec une diminution? Elle est où, la diminution? Oui, mais elle est localisée où? Comment ici, là? Oui, c'est dit. Et puis ça se termine ici. Ouais. Donc il y a quelque chose sur le signal de débit. Est-ce que c'est une apnée? C'est pas une apnée. Non, c'est pas une apnée. Donc ça s'appelle comment? Une hypopnée. Ça passe, mais c'est pas en volume suffisant. Alors après, il y aurait 2 raisons pour que ce soit une hypopnée. La première, c'est qu'on ventile moins. La deuxième, c'est que le pharynx soit un peu fermé. L'une, c'est une hypopnée centrale, comme l'apnée centrale. L'autre, c'est une hypopnée obstructive. Dans quelle catégorie on place cette hypopnée? Pourquoi? Alors, ça c'est une remarque très intéressante, parce que ça vient souvent. Le collègue nous a dit, c'est une hypopnée obstructive parce que j'ai toujours un mouvement du thorax et de l'abdomen. Est-ce que ça c'est une réflexion juste? Obligatoire. Puisque il y a une réduction du mouvement de la mais il est en phase. Alors, parce que de toute façon, pour continuer à respirer, il faut qu'il y ait un déplacement thoracique abdominal. Par contre, il va être moins ample et différent. Et si on a une hypopnée centrale, à travers les médicaments dont parlait Thierry tout à l'heure, par exemple, les patients vont hypoventiler, ils auront une amplitude ventilatoire qui sera plus faible, mais ils auront évidemment toujours des déplacements thoraco-abdominaux, puisque c'est ça qui va permettre la variation de pression qui fait entrer l'air à l'intérieur. Donc dans l'hypopnée, il y a toujours des déplacements thoraco-abdominaux. Là, la seule chose, c'est qu'on peut les regarder, les déplacements thoraco-abdominaux. On voit que là, lorsque la ventilation est tout à fait normale, on dit qu'ils sont en phase parce qu'ils sont parallèles. Le déplacement est parallèle. Si on regarde pendant cet épisode d'hypopnée, est-ce que le déplacement est le même? Il se décale. On dit qu'il y a un déphasage thoraco-abdominal. Imaginez qu'on ait fermé un peu le pharynx et qu'on développe des efforts respiratoires. Le déplacement de la compliance du thorax et de la compliance de l'abdomen n'est pas la même. On va gonfler plus facilement l'abdomen que le thorax. Donc pour un même effort, il n'y aura pas beaucoup de débit qui va passer et on va déphaser le déplacement du thorax et le déplacement de l'abdomen.
Donc ça va être un élément important pour définir justement, là, c'est même quasi presque en opposition de phase, ça va définir le fait qu'il y ait une obstruction au niveau des voies aériennes. Si une hypopnée centrale, ben, ça va continuer d'être bien régulier. Et puis il y a un troisième élément qu'on voit sur cette hypopnée. Est-ce que la forme de la respiration, non seulement c'est petit, c'est vrai, mais est-ce que la forme de la respiration correspond à ce qu'on voit dans une respiration normale? Est-ce que la forme du débit est la même? Il y a un petit plateau là qui commence à creuser. Il y a un plateau. Est-ce que tout le monde voit le plateau? Et répondez pas tout en même temps, là. Et ça traduit l'obstruction des voies aériennes supérieures. Vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la limitation des débits inspiratoires. Vous voyez ce que ça veut dire? L'RRA, c'est une hypopnée qui n'est pas une hypopnée. Mais ça, c'est un événement respiratoire anormal. Et la limitation du débit inspiratoire, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Oui ou non? Tout le monde est d'accord? Tout le monde sait ce que c'est? Voilà. Le pharynx, c'est un tube mou. Et quand on est pendant le sommeil, il y a une atonie musculaire, plus l'effort inspiratoire va être grand, plus le pharynx va se fermer. Mais si on mesure le débit qui passe à l'intérieur, il restera le même. Parce que plus le diaphragme se contracte, plus le tuyau se rétrécit. C'est vraiment la même chose que si vous avez un robinet pour arroser votre jardin, quand vous avez le droit de le faire. Vous ouvrez le robinet, vous pouvez commander le volume d'eau qui va passer à l'intérieur. Et si vous êtes sournois et que vous appuyez sur le tuyau, vous augmentez le débit, vous appuyez un petit peu plus, la quantité d'eau qui va sortir restera toujours la même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est ça la limite du débit. Vous inspirez, plus le tube, vous faites plus d'efforts, donc théoriquement, il devrait y avoir plus d'air qui passe à l'intérieur du tuyau. Et comme il est mou, plus vous inspirez, plus il se rétrécit. Donc il passe toujours de l'air, mais toujours le même débit d'air à l'intérieur. Ça, c'est la limitation du débit inspiratoire. Dans les résistances que vous mesurez sur le plétisson, ce sera un peu comme ça. On augmente le débit, plus l'effort, au début de l'aspiration, plus on augmente l'effort, plus le débit augmente. Puis à un certain moment, vous augmentez l'effort, mais le débit ne bouge plus. En fait, c'est une relation pression-débit. On augmente la pression, mais le débit n'augmente pas. Et ça traduit vraiment une obstruction des voies aériennes supérieures. On a demandé sur l'exemple de limitation de débit. Ouais. Qui sont simples, mais nous, quand on scorer, on a du mal à trouver une hypopnée. Ouais. Là, on revient vers les RRA. Et ça, tu peux avoir, par exemple, si un malade est en sommeil profond, où il ronfle énormément, le pharynx est fermé, mais d'une manière stable. Donc on va avoir du ronflement et des débits limités pendant très longtemps. Ouais. Ça ne saturne pas parfois. Non. On a vraiment, disons, la saturation qui reste vraiment très courte. Mais avec une limitation durant tout l'enregistrement. Là, quand tu as ça, souvent, tu as un sommeil profond. Sur la polygraphie ventilatoire, on peut le voir ça. Il ronfle comme un fou, et une limitation des débits, pas de DSAT, et le malade s'endort. Mais ça, c'est parce que les voies aériennes sont fermées, mais d'une manière stable. Est-ce qu'on peut regarder la 28? Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est aussi l'hypopnée obstructive, mais il faut vous envoyer une autre. Parce que c'est plus facile de reconnaître les apnées, la raccomplie du débit, que de reconnaître les diminutions comme ça. Hein. Oui. Donc, quand on parle du hypopnée, on a dit qu'il faut d'abord identifier une réduction du débit d'au moins 50%. Là, il est franchement diminué, mais c'est pas une apnée. Et puis, alors, on reprend toujours la même chose. Est-ce qu'il y a persistance des mouvements thoraciques abdominaux? Oui. Est-ce qu'ils sont décalés, donc en déphasage, ou même en opposition de phase? Oui. Tout le monde voit bien, il y a des très belles oppositions de phase qui est ici. Vous voyez que c'est une hypopnée qui dure très très longtemps. Là, on est, là aussi, on est à 30 secondes.
il y a une reprise respiratoire bruyante avec des ronflements. Il y a une persistance, même une légère augmentation du signal de pression cisterna. Donc on voit bien que tout ça sont des phénomènes obstructifs. Alors la désaturation, c'est peut-être, ça peut un piège, qu'elle est moins nette, la désaturation. Mais néanmoins, c'est bien un phénomène d'hypopnée, pas une apnée, obstructive. Vous voyez qu'elle est différente de la première, mais que si on prend le canevas pour pouvoir revoir les différentes causes qui conduisent à l'obstruction, hein, toujours pareil, les mouvements thoraco-abdominaux, la pression cisternale, et le ronflement, et le rapport I sur E, vous voyez qu'il y a des carrés rouges importants, donc il y a une énergie inspiratoire très importante. Et normalement une désaturation. Une désaturation, mais c'est à visibilité, ça passe de 96 à 86. Oui, alors moi je suis dessus, donc j'ai du mal à... Oui, Ils n'ont d'accord. pas augmenté l'échelle là pour bien voir la désaturation. Oui. On a l'impression dans la ligne qu'il n'y a pas de désaturation, mais sur une ligne chiffre, il y a 96, Oui, il passe à 86 à la fin. oui. J'ai un trait rouge qui faisait une désaturation. Oui, c'est ça. Ça, c'est le logiciel qui a automatiquement scoré la désaturation. Je l'aurais classé apnée, Ben, moi, je dis hypopnée, Mais oui, mais si Jean-Louis était là, il te dirait ah, mais c'est possible. Utilise un microphone, camarade Grabel. alors Parce que voilà, si tu regardes là-haut, il y a quand même des plateaux. On a des plateaux inspiratoires. et puis il y a du bruit, hein. Et la Les respirations sont. Donc, et ça, c'est la sémantique, hein, parce que pour le patient, c'est kiff-kiff. Que tu closes ça en hypopnée ou en apnée, c'est pareil. Mais sur un plan réel, c'est une hypopnée. Donc, les plateaux inspiratoires, le déphasage, la reprise respiratoire bruyante, la pression cisternale. Quand il y a tout, c'est facile. Quand il n'y a rien de tout ça, on va voir tout à l'heure, c'est de l'hypopnée centrale. Est-ce qu'on peut regarder la suivante Mohamed demandait que tu puisses corriger faire comme dans la vraie vie avec ce logiciel, corriger l'événement. Pour que les gens puissent voir, quand ils sont en Je face vois le du micro. logiciel, quand ils sont en face du logiciel chez eux, qu'ils ne soient pas perdus, qu'on leur montre est-ce qu'on peut retenir cette page 8, quel est cet événement appelé pour les obstructions centrales. Et après, ils nous donnent la page interprétée. Et ça permet aux gens de dire non, quand je vais rentrer chez moi, je ne vais quand même pas être largué. Tu veux qu'on défile tout, quoi, jusqu'au bout. Oui, on va le faire. On peut le faire avec Bernard va le commenter. On va le faire avec la suivante. la suivante, ok. 29. Oui, mais la 29. Voilà, parce qu'elle est bien pour. On va aller jusqu'au bout. On va répondre aux questions. Vous allez répondre. Oui. Je te laisse, Bernard, animer ça. Ah, c'est moi qui fais ça. Oui, si tu veux bien. Bon, bah alors, mais si tu peux nous présenter. Bah, le problème, c'est là où c'est bien d'avoir Vous verrez que sur le logiciel, ce que veut dire Mohamed, c'est que sur le logiciel, il y a cette analyse dont on parle là, est formalisée. La première question, c'est est-ce que cette page est analysable d'après vous? Est-ce que les signaux sont de bonne qualité? Est-ce que on peut logiquement donner une évaluation de cette page? Oui? Bon. Alors la réponse est oui à la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un ou plusieurs événements respiratoires anormaux sur ce tracé? Il y en a un. OK? Donc ça c'est pas mal. La troisième question. Donc on s'occupera, si vous travaillez à la maison, pour évaluer, on s'occupe que du premier événement tout le temps. Donc ça c'est plus simple. Alors, sur le signal de débit, qu'est-ce qu'on a vu? Un arrêt du débit, une diminution de plus, un arrêt du débit. C'est un arrêt, on est d'accord? Ok, on coche arrêt du débit. Next slide. Alors, est-ce qu'il y a une désaturation? Il y a une désat. Ok, maintenant on s'intéresse au semble. Est-ce qu'il y a un déphasage? Est-ce qu'il y a une opposition de phase? Opposition de phase.
Ok, next one. Alors, votre diagnostic? Une apnée obstructive? Sûr? Tout le monde est d'accord? On vote? Très bien. Apnée obstructive. Et qu'est-ce qu'il nous dit, alors? Vous êtes excellent. Excellent. Bravo. Tu lui montres le dossier. Et si jamais, à l'entraînement à la maison, vous n'aviez pas eu la bonne réponse, vous avez l'explication derrière qui vient pour que vous puissiez vous récupérer, revenir dessus, comprendre pourquoi il y a eu une erreur, parce que des fois, c'est pas évident. Hein. Donc, on a le droit de se tromper. L'important, c'est que vous pouvez vous récupérer en ayant les réponses, et même, je pense, on n'a pas la forme, le tracé. C'est celui-là. C'est le tracé de réponse. D'accord, ok. Donc ça permet, on a le droit de se tromper, tous les événements ne sont pas aussi caricaturaux que ça. Ben, sur les 40, pour revenir dessus, se dire tiens, je me suis trompé, pourquoi, je reviens, et la prochaine fois, je ne n'aurai pas d'erreur dans mon résultat. Donc écoutez, M. Pijat, je vous félicite, vous êtes un enseignant hors pair. Les étudiants... Alors, on va mettre un petit piège, tiens, on va mettre à 24. Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est compliqué ce tracé, hein. Et qui se lance pour donner une information, une évaluation? Qui lève la main? Personne. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'impact. Ça peut être ça. Ah, je Tu peux mettre avec nous, merci. Donc, je pense qu'il y a dans les premiers 10 secondes une hypoventilation, une hypoapnée. Une hypopnée. Une hypopnée. Alors, elle est où? Elle est là, elle est là. Donc, la première partie. Ça serait une hypopnée. Les 10 premières secondes. Ah oui, là, d'accord. À notre avis? C'est facile d'analyser le débit, là? Non. Et le thorax abdominal, c'est facile? Quand il est marqué, qu'est-ce qu'on pense savoir? On éveille le patient. On éveille. Qu'est-ce que j'ai pas entendu vos échanges? Il parle d'une réaction d'éveil. Ah. On est en polygraphie ventilatoire, on n'a pas le EG, donc effectivement c'est la grande limite de la polygraphie ventilatoire, on ne sait pas si les gens sont endormis ou pas. Donc quand on valide, je sais pas, 7 heures d'enregistrement, on valide tout, mais peut-être qu'on valide l'attente des périodes d'éveil. Mais si on lit quand même l'enregistrement, puis avec une certaine expérience, on va pouvoir identifier les périodes d'éveil. Alors ça, c'est en effet quelqu'un qui est réveillé, qui s'est réveillé, parce qu'il est 1h31, donc voilà, il ou elle s'est réveillé. Alors pourquoi est-ce que vous voyez que les sens de thoraco-abdominal bougent dans tous les sens? Parce que la personne bouge dans tous les sens. Il n'y a pas de modification du débit respiratoire, la saturation ne bouge pas. Alors ici, ça c'est un logiciel qui donne des informations sur un micro-éveil autonome, pas EEG autonome, c'est-à-dire qu'il y a un débit respiratoire plus lent, une accélération de la fréquence cardiaque. Donc ça montre qu'il y a quelque chose, qu'il y a un micro-réveil, avec des bandes qui deviennent, on va dire, illisibles. Il peut y avoir des bruits, parce qu'il peut y avoir de la voix aussi à ce moment-là, quelqu'un peut se mettre à parler. Donc ça, c'est bien une page d'éveil. Donc si on va répondre à... Oui, pardon. Je pense qu'il y a une de nos collègues qui avait dit les 10 premières secondes d'une hypopnée. Ah oui, je pense que c'est pas tort, mais c'est... Mais oui, mais il y a deux respirations, mais c'est trop peu. Peut-être que si on avait la page d'avant... Peut-être que c'est l'hypopnée qui a provoqué l'éveil, c'est possible. Hein. Est-ce qu'on répond, je vais dire, au... Et juste aussi, pour amener ma phrase tout le temps, là, c'est pour ça que c'est important, quand vous faites une polygraphie ventilatoire, de demander au malade. Alors là, c'est très bref, mais
le lendemain matin d'indiquer C'est important ça. si jamais il y a eu des moments où il a le souvenir de s'être éveillé pendant la nuit. Ça permet avec certitude de gommer les pattes pendant lesquelles il dort. Donc pour répondre, c'est non. Donc c'est. Voilà, donc là on va répondre non, période d'éveil. En fait, c'est ça la réponse. Hein. Voilà. C'est fini, puisqu'il Il y avait, voilà, une période d'éveil. Et puis, là, je propose qu'on regarde. Et 100% de bons résultats, hein, vous êtes balèze. Oui. Tiens, Bernard, je vais t'en mettre une difficile pour toi. T'es fort. C'est sympa. Bah, surtout difficile pour qu'on ne soit pas d'accord, c'est plus rigolo. On va mettre la 26. Bon, alors reprenez la même analyse. Hein. Le débit, les sangles, la saturation, l'amplitude du débit, l'amplitude des sangles, la saturation. Réfléchissez bien. C'est intéressant, c'est vraiment une diapo intéressante. C'est intéressant. Et vous n'en aurez pas d'autres. Non. Parce que vous ne reviendrez pas la semaine prochaine, c'est maintenant, avec le résultat. Sur le débit, il y a quoi? Est-ce que l'amplitude est la même partout? Presque la même. Presque ou pareil? On divise, disons, en moitié, il y a seulement une partie. Et dans la deuxième, il y a la phase inspiratoire et la phase expiratoire. Donc on va la faire, disons, biphasique. Il est monophasique au début, pendant les 30 premières secondes. Et, oui, il est monophasique. Et puis il est biphasique dans le reste. Les sangles thoraciques et abdominales, elles évoluent comment? Il y a peut-être un petit aplatissement au milieu, là, dans les 30 et 40e secondes. Et puis, il y a une reprise peut-être. C'est pas la même. L'amplitude, il n'est pas la même. Est-ce qu'il y a un déphasage? Il n'y a pas de déphasage. Il n'y a pas de déphasage. Parce que l'amplitude, là, on a, au début du tracé, on a une amplitude du débit plus petite qu'à la fin. Ouais. Mais il n'y a pas d'amplitude. Est-ce que l'amplitude des mouvements thoraciques et abdominaux change? Il y a un petit changement au milieu. Ouais, juste au milieu. Ouais. Mais dans la majorité de la plaque, là, est-ce qu'il y a des changements? Non. Non, donc l'amplitude du mouvement respiratoire est elle-même. Ouais. Il n'y a pas eu de déphasage. Non. Donc il n'y a pas eu d'encombrement quelque part pour empêcher que ça passe. Non. Donc comment ça se fait qu'on a moins de débit au début qu'à la fin? En regardant la courbe du débit, j'ai l'impression de voir des hypopnées. Voilà, ici, là. Oui. Oui. Alors que la sangle thoracique, elle est quasi Énorme. normale, il n'y a pas de déphasage. Et en regardant aussi la saturation du patient, elle est stable, elle ne désature pas trop. Donc c'est probablement pas une hypopnée, ça peut être quoi? Voilà. À mon avis, le patient il fait une respiration buccale ou quasi buccale. Ouais, c'est absolument fantastique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ah, c'est bien. Il n'y a pas d'hypopnée. Et ça peut être un vrai piège, hein, Thierry a raison. On peut voir sur un enregistrement, on se dit l'amplitude elle a diminué, le score en hypopnée. Mais il n'y a pas de désaturation, il n'y a pas de diminution de sang, il n'y a pas d'effort respiratoire. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. En fait, si je me permets, Bernard, il y a trois pièges avec le débit respiratoire. Vous avez vu tout à l'heure, l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire, c'est quand ça marche bien. La lunette, elle peut partir pendant la nuit. Volontairement ou involontairement, elle est arrachée. Donc là, il n'y a plus rien, on n'a plus qu'à être assez plat. Là, il y a ce qu'on vient de voir, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Donc il n'y a pas la partie expiratoire. Et elle est bouchée. Quand on a le nez très bouché, on a un tout petit débit, voire plus de débit du tout. Donc on se remet à ventiler par la bouche. Donc il faut faire avec ça. Il faut être capable de reconnaître
cette situation-là et est quand même capable de poursuivre dans la lecture de l'enregistrement sans cette information majeure qu'est le débit qui fonctionne bien. Ça, c'est important. Gardez-le en mémoire. Même quand vous mettrez, par exemple, si on switch sur les machines de pression positive continue, ne mettez pas un masque nasobuccal sans avoir vérifié qu'il y a vraiment ce type de signal sur la mémoire de la machine. Et pour revenir à notre propos de après-midi, il est possible qu'une analyse automatique classe en hypopnée. Donc, allez, on fait le scoring vraiment, là? Alors, est-ce que la page est scorable? Oui. Est-ce qu'il y a un événement respiratoire normal? Ça, c'est intéressant, tu vois, ça, dans le logiciel. Parce qu'en fait, la réponse, c'est non. Oh, vu que oui, mais non. C'est pas une maladie, mais... Ça, c'est une limite du début, parce qu'il faut arriver tard pour avoir la respiration. Tu veux faire quelle plaque? La 23. Là, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Pourquoi? Donc on voit que déjà le mouvement, le débit nasal déjà, ici c'est le flux nasal, il diminue, puis il ne s'annule pas, mais puis il augmente de manière crescendo, puis il diminue de manière progressive, etc. Il y a une reprise même phénomène durant tout l'enregistrement. Et ça, même au niveau des sons thoraco-abdominales, même phénomène, ils sont un peu. Excusez-moi, je crois qu'il y a des endroits où ils sont en opposition de phase, surtout lorsque le débit est réduit. Ils sont en phase lorsque le débit revient à la normale. Et il y a une conséquence sur la saturation. Il passe de 94 à 88, c'est donc plus 6 unités. Encore la pression. Je crois que c'est quelque chose qui ressemble un peu à un phénomène central. Il est fort hein, quand même. Hein. Alors c'est bien une ventilation périodique, on va parler un petit peu de ce que c'est, et on est bien dans un phénomène d'hypopnée au pluriel, parce que là on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un d'hypopnée centrale, dans un phénomène central, il n'y a pas de ronflement, mais il y a bien des désaturations aussi entre chaque. Alors la ventilation périodique, vous voyez, c'est ça, c'est l'augmentation crescendo, la diminution crescendo de la ventilation. Et ces phénomènes de fusion, comme ça, sont séparés par des événements d'apnée ou d'hypopnée, avec une fréquence régulière. Hein. Donc, quand il y en a plus de 3, on peut parler de ventilation de Cheyne-Stokes. C'est bien, t'es d'accord, Bernard? C'est du Cheyne-Stokes, d'accord? Alors, normalement, on classe le début de l'événement, enfin, on classe la longueur de l'événement, le début jusqu'au début du suivant. Voilà. Alors, c'est important de savoir, voilà, la longueur, le cycle, puisque, là on voit ça souvent dans l'insuffisance cardiaque, c'est quand même corrélé à la fraction d'éjection du ventricule gauche, un signe de gravité quand même. Donc c'est bien de la ventilation périodique, et on est bien dans l'événement central, vous avez dit les deux mots importants. Donc c'est une répétition d'hypopnée centrale avec ventilation périodique. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les réponses? Alors si on a raison. Donc est-ce qu'on peut retenir ça? Alors, donc, vous répondez
Diminution ou arrêt du débit. Voilà, diminution de 50%. C'est non, au-dessus. Moi, je mettrais apnée ou hypopnée centrale avec ventilation cardiaque. C'est la correction. Donc ça se visualise, quand ça marche bien, on visualise les événements scorés par un expert. On va regarder le 21 peut-être maintenant. Alors, on retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Vous devez être capable de, voilà, d'à peu près reconnaître. C'est toi, normalement, c'est ton tour à Bernard de travailler. Là. Je dormais, il est l'heure. Alors, on recommence, et même l'intérêt, c'est d'avoir toujours la même dynamique d'analyse. On regarde toujours les mêmes signaux. Le flux nasal, thorax abdomen, saturation. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du flux? Il y a les événements respiratoires normaux, là, de cette page. On a combien? 1, 3, 4, 5? On a 3, ouais. La courbe de débit, donc elle a évolué comment? Est-ce qu'il y a une apnée? C'est une hypopnée. Elle fait plus de 50% a priori de l'amplitude de la respiration normale. Comment? Donc elle dure 10, 20, 30, 40, 50 secondes, c'est bon. Est-ce que le débit a une forme normale ou il est particulier? Il est particulier, il a quoi comme forme? Il a un très joli plateau. Donc là, vous voyez, l'effort respiratoire, il inspire, il continue d'inspirer, mais le volume d'air qui passe, le débit qui passe reste le même parce que la gorge se ferme au fur et à mesure, et puis il expire. Donc, c'est une hypopnée de quel type? Avec en plus, comment sont les ceintures, justement? Elles sont en phase entre ça et ça, c'est pareil? C'est un peu déphasé quand même. C'est un peu déphasé. Donc il y a une limitation d'une hypopnée franche. Il y a une limitation du débit. Il y a un petit déphasage, c'est quoi là? C'est une hypopnée de quel type? Obstructive. Elle est désaturante ou pas? Oui, elle est désaturante. Et si on prend ce que décrit tout à l'heure, qu'a décrit tout à l'heure Thierry, c'est-à-dire la pression susternale, là c'est recueilli, l'appareil c'est le Sidélec, il y a un stand là, donc le microphone est utilisé à la fois pour mesurer le son, parce qu'on est juste en regard de la tranchée, et comme on est dans le creux susternal, là c'est une zone molle, directement en reflet du médiastin. Plus l'effort respiratoire, quand vous faites un effort respiratoire, vous voyez que ça se déprime. Donc le micro est capable de reconnaître cette dépression. Et au fur et à mesure que se développe l'hypopnée, la dépression respiratoire augmente. C'est l'équivalent de la pression pleurale. Donc le sujet fait des efforts. Ça m'intéresse bien ce que je raconte, parce qu'il fait des efforts de plus en plus grands, et le débit est toujours le même. Donc c'est une hypopnée obstructive. Vous êtes d'accord avec ça? Tu as des commentaires, Thierry? Non, c'est bien. Il y a des beaux plateaux respiratoires, vous voyez. Hein. Mais c'est vrai que si tous les enregistrements étaient comme ça, ce serait vraiment sympa. Est-ce qu'on fait la correction ou on en fait une autre plutôt? Parce que le temps passe, on va me dire bientôt qu'il faut libérer la salle. Est-ce qu'on peut regarder à 34?
Donc on va retomber là aussi sur des choses qu'on a vues depuis une heure. Donc vous devez normalement pouvoir les reconnaître. Allez, qui part? Comme il a réponse à tout. Voilà. Je pense qu'il y a deux événements, mais le premier événement c'est évident, il y a une diminution du volume nasal. Donc c'est une hypopnée. Pour les sondes thoraciques abdominales, il y a persistance des mouvements thoraco-abdominaux. Donc avec reprise inspiratoire, avec renflement. Donc c'est une hypopnée obstructive. Donc, le premier événement. Bravo! Il y en a un deuxième alors? Je pense qu'il y a un deuxième événement. Il y a aussi, après la reprise respiratoire, il y a une diminution du flux aérien aussi. Il avait pas respiré. Alors on va regarder celui-ci. Ben, vous avez tout dit. Hein. Alors on a bien une diminution, là on a la limite de l'apnée, c'est vrai. Une diminution de plus de 50%. On a les plateaux inspiratoires. Vous l'avez dit, on a les mouvements thoraco-abdominaux qui sont déphasés et une opposition en position de phase ici, vous voyez bien. On a la reprise inspiratoire bruyante avec un rapport I/E qui est supérieur à 1, persistance du signal de pression susternale, donc on est bien sur un événement de type hypopnée de courte durée, obstructive. Et là, on vient de voir, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie de la page, là? On vient de le voir il y a 10 minutes. Voilà. Il n'y a plus de signal expiratoire sur la courbe de débit. Donc, de nouveau, c'est une fuite buccale expiratoire. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. En fait, il y a ces deux événements qui apparaissent, mais celui-ci va entrer dans le score, ce qu'on va calculer. Là, mais c'est une fuite, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'hypopnée. Fuite buccale, simplement. C'est la saturation modifiée. Oui, alors c'est ça. On voulait aller dans le débat. Parce que là, on corse un petit peu les choses. Parce que normalement, c'est selon les recommandations. L'hypopnée, c'est diminution du débit pendant plus de 10 secondes d'au moins 3%. Là, il n'y a pas de désaturation suffisante. Alors, selon les recommandations, on peut, si on les a bien vues, avec tous les critères qu'on vient de vous montrer, le compter quand même comme une désaturation, un événement non désaturant, mais qui est quand même une hypopnée. Parce que si on veut faire schématique, si on dit que tous les événements respiratoires entraînent une désaturation, à un moment, si on a bien lu, l'index d'hypopnée, donc 22, on doit avoir l'index de désaturation, pareil à 22, voilà, il y aura une corrélation. Normalement, pardon. Mais, dans ce cas, il faut compléter par une polysonographie à la recherche d'un micro-effet. Peut-être voilà, une page, on ne sait pas, enfin, si ça fait que ça, je ne sais pas, peut-être, oui. L'événement peut être événement. Alors, je vais dire ce qu'on a dit tous les deux avant que vous arriviez, c'est qu'on ne traite pas des enregistrements, on traite des gens qui vont avoir des symptômes ou pas, des comorbidités ou pas. Donc, tout dépend aussi du contexte. Hein. Voilà. C'est déjà un sujet jeune, une fonction respiratoire normale, une hypopnée n'est pas trop longue, il peut une partie haute, sa courbe de saturation, il n'y a pas d'essence. Mais c'est vrai qu'il y a des hypopnées qui désaturent que, je pense à des gens jeunes, j'ai remarqué des femmes aussi qui désaturent moins aussi, comme ça. Voilà. Et puis des événements qui sont des courtes durées, ça ne donne pas le temps de désaturer, les gens ont des fonctions respiratoires normales. Voilà, je ne sais pas comment les logiciels vont calculer ça, mais nous, on va le dire comme ça. Et au moment, je l'aurais réintégré comme une hypopnée obstructive. Tu es d'accord? Est-ce qu'il faut qu'on libère? Tu vois, il est 3h30, c'est ça? Alors, oui, là, je vais vous donner le lien. Donc le lien pour pouvoir s'abonner. Non, parce que, écoutez, je trouve qu'en l'espace d'une heure, vous avez fait des progrès fantastiques, parce qu'il y en a un qui n'avait jamais lu des polygraphies. Donc je pense que c'est vraiment un bel outil pour que vous reveniez chez vous, vous travaillez,
quand vous en avez le temps, le moment le plus propice de la journée, et se tromper, revenir en arrière, avoir les corrections. Il n'y a pas de jugement, c'est vous qui le faites toute seule, tout seul. C'est un très bel outil. Il faut vraiment qu'il soit mis dans le plus de mains possible, parce que c'est un accès à l'apprentissage qui est... c'est une belle... Apprentissage ou perfectionnement. Perfectionnement, bien sûr. En tout cas, même si vous n'étiez pas nombreux, merci pour votre présence, merci pour votre participation. Bonne fin de journée, bonne fin de congrès. Tu te rends compte quand même, tous ceux qui ont manqué ça. Ah oui. Ah, là, ça me fait de la peine. On ne viendra pas tous les jours. Hein. Et merci pour l'accueil des Marocains qui sont vraiment très chaleureux. Qui apprennent vite. Merci à toi. Et regardez sur le logiciel, si vous voulez quelque chose de sur l'outil est vraiment très